les projets sont en lien avec une équipe médicale, justement pour se prémunir de pousser de la technologie qui mène nulle part. C'est quoi ta vision des choses par rapport à l'IA et notamment son utilité justement face à des besoins de diagnostic, de prévention sur certaines maladies, de suivi des patients? Et on est excellent sur la simulation numérique. Si on devait se projeter dans 10 ans dans ta discipline, est-ce qu'il y a des choses que tu prédis? Pouvoir détecter les cellules cancéreuses dans le circuit sanguin pourrait être intéressant, que ce soit pour les partenaires, pourrait être intéressant au niveau des étudiants pour faire des cours de haut niveau. C'est indispensable d'avoir une activité de recherche pour garantir un enseignement de qualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ISEN Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons à travers une dizaine d'épisodes rencontrer les équipes de recherche et développement de l'ISEN et découvrir leurs travaux, leurs métiers et leur vision de l'innovation. Aujourd'hui, c'est Dominique Collard que nous accueillons, qui est directeur de la chaire e-santé à l'ISEN, directeur également de recherche au CNRS et professeur émérite de l'Université de Tokyo. Bienvenue Dominique. Bonjour, oui, Est-ce merci que, dans beaucoup. un premier temps, Dominique, tu peux te présenter ton parcours et nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené vers la recherche? D'accord. Bon, donc voilà, je suis lillois, voilà, et donc j'ai fait l'ISEN. Mon premier lien avec les lycéennes, c'était, de faire l'ISEN qui était à Lille, voilà. Et suite à suite au diplôme, c'était le grand boom de la microélectronique à cette époque-là. On était dans les années 80-85. Et il y avait donc la volonté de l'ISEN, de faire évoluer ces cursus de l'électronique un peu traditionnelle vers la microélectronique. Et de ce fait-là, j'étais un peu dans une promotion dans laquelle un certain nombre de jeunes ont été sollicités. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire partie. Et donc, ça s'est traduit par une thèse donc en microélectronique et ensuite un postdoc à l'étranger, pour faire simple. Et suite à ça, il y avait une grande dynamique avec le CNRS aussi, hein. Donc, les lycéennes avaient des liens forts avec le CNRS. Il y avait déjà un laboratoire CNRS de physique, au sein de l'école. Et donc, il y avait donc cette possibilité de pouvoir, embrasser comme tu dis, une carrière de chercheur, en postulant, donc au CNRS. Alors, pour faire ça, comme c'est quand même des concours qui sont assez, sélectifs, il est important de pouvoir faire ce qu'on appelle, après la thèse, un postdoc. J'aime pas ça, mais bon, bref. Donc un séjour à l'étranger où, voilà, on peut, exploiter son petit savoir-faire qu'on a eu, au niveau de la thèse et pouvoir le décliner dans une expérience, internationale pour pouvoir être avec de bonnes équipes, pour pouvoir publier. Le fait de publier, c'est aussi une sorte de carte de visite, voilà, pour entrer au CNRS, pour pouvoir postuler dans de bonnes conditions. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai eu la chance, je l'expliquerai après dans le cadre d'une anecdote, de partir au Japon. J'ai pu travailler pendant 1 an chez Toshiba, au Centre de recherche et de développement des circuits intégrés avancés, VLSI Research Center. Et puis, suite à ça, je suis rentré donc à Lille, concours CNRS, la chance de l'avoir, et là, d'avoir un peu donc le cursus, voilà, d'un chercheur, CNRS. Donc pour cette première phase, je vais peut-être en arrêter là, sinon je peux continuer, mais bon, comme j'ai 67 ans aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu long. Donc au départ, tes travaux de recherche, ils portaient pas nécessairement sur la santé, la e-santé, Abs Ouais, ouais, non, oui, je comprends, mais absolument pas, hein. On était vraiment, à cette époque-là, il y avait les biologistes et les médecins d'un côté, les ingénieurs de l'autre. C'était vraiment 2 mondes qui ne se connaissaient pas, qui n'interagissaient pas ensemble. On avait des méthodes, comment dirais-je? Dans ces enfin, l'éducation qui était totalement différent, hein. Pour nous, c'était du style, bon, de toute façon, pour faire médecine, il n'y a pas besoin de réfléchir, ce qu'il faut, c'est apprendre. Et puis, pour les médecins, c'est dire de toute manière, ce qu'ils font, grosso modo, c'est pas très profond, et puis, l'impact sociétal est relativement faible. Donc vraiment deux mondes qui se séparaient, et même pour les soirées et cetera, il y avait pas de mixte, hein, voilà. Il y avait les soirées ingénieurs d'un côté, et puis il y avait les
les soirées de médecine, entre les 2. Et qu'est-ce qui justement t'a finalement, rapproché du domaine de la santé et du médical? Alors bon voilà, donc on repart, c'est un peu donc une longue histoire. Donc j'avais dit que j'avais eu la chance de pouvoir faire donc un séjour postdoctoral au Japon et dans le cadre du développement de la microélectronique, bon, on développait nos activités de recherche en microélectronique, mais le CNRS avait une petite inquiétude du fait que, beaucoup trop d'équipes en France travaillaient dans le domaine de la microélectronique alors qu'il y avait d'autres domaines qui s'ouvraient, notamment les microsystèmes, les micromachines, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les technologies de la microélectronique, mais pour faire autre chose que de l'électronique, la microrobotique, et cetera. Et le CNRS a donc décidé, comme la France n'était pas trop, avancée dans le domaine, de créer un laboratoire international. On ne savait pas encore où, si c'était aux États-Unis ou au Japon, pour, voilà, pour, rattraper un peu le temps perdu. Et le choix s'est fait donc sur le Japon. Je n'étais pas du tout impliqué au début, mais donc à la fin, le montage, c'était d'avoir un laboratoire donc à l'étranger, donc là, à Tokyo, le choix avait été fait, sur lequel des jeunes chercheurs CNRS français pouvaient être accueillis et travailler avec les collègues japonais pour avancer vite et faire des retours de technologie en France. Et en tant que donc le CNRS cherchait des volontaires et donc il y avait une croix, c'était il fallait être CNRS et connaître le Japon. À cette époque-là, il y en avait pas beaucoup et ils m'ont vite identifié. Voilà, donc on a fait une mission, voilà, ils m'ont, voilà, un peu sollicité. J'étais extrêmement flatté, hein, voilà, savoir si je pouvais être intéressé de faire partie de l'aventure et donc voilà, on part en 95, la famille part au Japon pour développer les microsystèmes. Alors, c'est un laboratoire, on a fêté c'est le LIMS. On a fêté ses 30 ans cette année, donc au départ, on faisait de l'électronique et cetera et au fur et à mesure de l'évolution, ben, on est allé avec l'introduction des technologies de la microfluidique, on s'est rapproché de la biologie, on s'est rapproché de la médecine et donc à la fin, nous avions des projets qui étaient vraiment en lien entre l'ingénierie et la biologie, la médecine et donc c'est dans ce cadre-là que voilà, je me suis, voilà, intéressé donc à l'e-santé et puis, voilà, développer cette convergence entre les technologies, bon, de la microélectronique pour faire simple, on dirait, les technologies numériques ou les technologies de l'IoT pour faire un petit peu plus moins moderne, avec le monde de la biologie et de la médecine et voilà, la convergence était faite et voilà, donc j'ai pu revenir en France avec un projet de portage, voilà, qui allait dans ce sens-là. OK, aujourd'hui tu t'associes à la fois une activité de recherche et une activité d'enseignement. Comment ça s'articule, dans ton quotidien? Alors en rentrant donc en France, j'ai eu la chance que l'ICEN ouvre donc une chaire e-santé et j'ai été très, honoré qu'on me le propose et dans le cadre de cette chaire, il y a 2 missions effectivement. Le premier, c'est de créer un enseignement autour de la e-santé et ICEN Méditerranée était un pionnier du fait qu'il y avait déjà une première expérience sur une formation un petit peu dédiée pour ça. Donc j'ai pu travailler sur des pas qui avaient été ouverts par mon collègue, Alain Lousser et puis après, donc une première mission qui est de l'enseignement, faire une option, voilà, une option e-santé, je dirais entre guillemets «qui ressemble à quelque chose». C'est-à-dire qu'il soit capable à la fois de pouvoir attirer les étudiants et surtout de leur proposer, des débouchés qui soient vraiment dans le domaine de la e-santé pour que ces jeunes ingénieurs puissent être un petit peu des game changers pour permettre justement l'introduction des technologies biocapteurs et cetera, en lien avec la médecine et puis une partie recherche parce que bon, par culture, c'est enfin, c'est pas super intéressant, mais il faut effectivement pour s'assurer pour être intéressant, que ça soit pour les partenaires, pour être intéressant au niveau des étudiants, pour faire des cours de haut niveau, moi je considère, étant CNRS en plus, que c'est indispensable d'avoir une activité de recherche pour garantir un enseignement de qualité. Alors, je suis un peu gêné en disant ça parce qu'il y a quelques collègues qui font des enseignements de qualité qui ne font pas de recherche. Ça s'applique pas, partout, mais bon, moi je peux être, voilà. Je pense que dans les 2 domaines qui sont un petit peu hard, un petit peu durs, l'électronique, de l'IoT, de l'informatique, la recherche est indispensable. OK. Tu dirais que tu as une forme de passion vis-à-vis de ton domaine et que tu arrives à transmettre, cette passion? Alors, j'ai une passion
j'ai une passion pour les choses micro, pour les petits trucs. Encore maintenant, voilà, donc une passion au niveau de l'enseignement, c'était la microélectronique. Je trouvais ça intéressant, c'était petit et on a fait de la micro-robotique, c'est petit. On a de l'IoT, on joue avec des microcontrôleurs qui sont petits. Je fais de l'impression 3D, c'est super donc personnellement, hein, par goût, j'aime bien un petit peu c'est pas le bricolage parce qu'on est dans une école d'ingénieurs et cetera, mais j'aime bien les activités qui sont relatives aux petits et de pouvoir intégrer, des différentes technologies, différentes disciplines, voilà, dans des choses qui sont, voilà, sur un volume, réduit. Je trouve ça intéressant. Il y en a qui c'est plutôt au niveau du génie civil, ou de l'espace, c'est de travailler sur le grand. C'est pas du tout ma culture, enfin, c'est pas du tout mon goût, voilà et mon goût, effectivement, une passion pour tout ce qui est, micro-dimensionnement. Bon, c'est pas très porteur, mais voilà et puis comme les cellules, de toute manière, hein, voilà, quelque chose qui est pas bien gros, ça converge assez bien aussi au niveau de la e-santé. OK. Justement, est-ce que, tu pourrais nous donner une définition de la e-santé? Et comment est-ce que, finalement ça transforme aussi, bah, la médecine, le milieu médical d'avoir, ce domaine-là qui se développe? Ouais, alors la l'e-santé, c'est voilà, bon, tout le monde en parle, voilà, c'est comme on dit, une bouteille à encre un petit peu, on met un petit peu tout dedans, tout ce qui est intelligence artificielle. Ouais, l'e-santé, c'est l'intelligence artificielle pour la médecine. Bah, je pense que, c'est plus large que ça. Moi, je dirais que la e-santé, c'est le fait de pouvoir faire travailler des ingénieurs de nos domaines, d'accord, de l'électronique ou du numérique, avec des biologistes et des médecins, de manière un petit peu large, d'accord? Voilà, pour, aborder et donner des solutions originales, oui, des solutions originales, oui, donc à des problèmes concrets. Voilà. Alors, soit ce sont des problèmes concrets, c'est-à-dire on s'intéresse à une discipline médicale. Bon, je veux que ça soit tiré par la médecine, que ce soit la cardiologie, la pneumologie ou et cetera et de trouver des solutions originales pour ça. C'est une première approche où là, on est plutôt sur le capteur, sur l'analyse de données, et cetera. Ou bien ça peut être aussi une approche qui est liée au parcours de soins dans un territoire. Ah, ça veut dire quoi ça, le parcours de soins dans un territoire? Il y a énormément d'interactions entre les hôpitaux, entre la médecine de ville, entre ensuite les maisons plus ou moins, équipées et cetera ou adaptées, c'est ça? Ouais, très bien. Donc là, il y a tout un continuum aussi dans lequel on peut décliner la e-santé. C'est de faire des passerelles entre les 2, c'est gérer les données de santé, les sécuriser, faire en sorte que les gens, voilà, se sentent en confiance quand ils parlent d'un système médical, l'hôpital vers la médecine de ville, qu'ils sentent effectivement, un continuum par rapport à ça et donc ça fait partie de la santé. Donc on a à la fois, je dirais, sur le premier volet, j'ai dit, donc des aspects biocapteurs, on va faire de l'électronique, on va faire des biocapteurs connectés, on va faire un certain nombre de choses. On est vraiment dans notre cœur de métier, je dirais hardware et puis l'autre côté qui est plus dans le domaine du numérique, qui est le fait d'utiliser les données, ben, pour faire du continuum ou pour faire des statistiques et puis bon, alors on met de l'intelligence artificielle parce que c'est à la mode. Mais donc on fait des statistiques sur des données de santé et puis voilà. Donc pour moi, il y a les 2 aspects, mais c'est pas quelque chose il faut et je trouve ça important enfin, moi, c'est important parce qu'on a travaillé avec des médecins et cetera, mais que ça soit effectivement pour répondre à un besoin. Un besoin médical, un besoin de la biologie ou un besoin, je dirais sociétal. J'aime pas dire sociétal parce que c'est un mot qui n'existe pas, mais donc un besoin qui permet aux patients, voilà, d'être dans la confiance et pour profiter pleinement du continuum du système de santé en France. OK, très bien. Quand tu as apporté ta réponse, tu as mimé un pansement. Je crois savoir Ouais, que tu as travaillé sur, un projet Blue Vital autour d'un certain pansement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? tout vient d'une sollicitation du conseil, départemental, voilà, sur un concours d'innovation de technologie. Donc j'étais donc avec les étudiants de e-santé de dernière année et puis je leur ai dit: «Écoutez, beh, au niveau du vin, il y a un concours, qui est offert, voilà, sur les thèmes». On retrouve les thèmes et voilà, ingénierie et santé,
voilà, on peut faire des brainstorming pour trouver des idées. Donc avec le groupe d'étudiants, un peu comme une université, mais j'aime bien américaine ou japonaise, comme on a fait, où on a le groupe d'étudiants, on fait des brainstorming entre les étudiants et puis le prof, voilà. Il y a un groupe d'étudiants qui a dit: «Bah, nous, on voudrait bien postuler sur une application un peu, particulière». En plus, on sortait, voilà, c'était donc un peu à la rentrée, on venait de sortir d'un épisode caniculaire. Bah, nous, on serait intéressés, voilà, à faire, donc un système qui permet de surveiller la déshydratation des personnes plutôt âgées et en plus, comme on est dans le Var, c'est une situation qui est, d'accord, une région qui est assez chaude, ça a son sens. Parce que voilà, il y a et en plus, bon, donc on a regardé, mais effectivement, sur le papier, ça allait bien. Donc comme on a des liens avec l'hôpital, et notamment, donc avec les collègues qui s'occupent du SAMU, hein, parce qu'on a eu des projets, en commun avec eux. Donc je les ai appelés pour savoir si effectivement il y a, comment dire, rationnel. Voilà, est-ce qu'il y a effectivement une bonne, voilà, une bonne opportunité que ce soit pas pousser la technologie, mais qu'il y ait une réelle attente par rapport à ça. Ils m'ont dit: «Oui», parce qu'on a été submergés, voilà, au niveau des urgences sur des appels de personnes qui étaient pas bien et c'était uniquement lié à la déshydratation. Donc on a commencé à faire un brainstorming, donc ça serait bien de pouvoir faire donc un système un peu portable qui détecte ça pour faire voilà, une première alerte pour dire qu'effectivement, si j'ai une alerte au niveau de mon biocapteur ou de mon patch, ben, lorsque j'appelle le 15 et pour répondre au médecin régulateur, je pourrais lui dire effectivement: «Et mon patch il est rouge» et donc la première action c'est, ben, hydratez-vous et on C'est un verra après. pré-diagnostic, Ouais, avant ça d'appeler fait les oui, oui, urgences. tout à fait. Donc oui, c'est ça. Et c'est un peu dans la logique de désengorger les urgences, voilà, sur des opérations de premiers soins, qui permettent, effectivement ensuite aux urgences de se focaliser effectivement sur les choses, plus urgentes comme les AVC et cetera. Donc ça peut être ça peut être égal à enfin, donc c'est donc relatif à ça. Ensuite, et un binôme d'étudiantes, donc Eva et Cassandra, qui ont dit: «Bah, nous, ça nous intéresse et donc on va postuler sur le concours». Et puis donc on a regardé et puis on a eu un peu de chance parce que le projet donc a été leader de ce concours d'innovation et donc ben, je suis en contact avec elle. Donc maintenant le projet, c'est elle qui le porte et donc je suis en contact avec elle. Elles ont eu, voilà, pour la recherche de financement et pour la mise au point du premier prototype. Donc j'étais leur professeur pendant un certain nombre d'années et là, bah, je vais être leur sous-traitant, donc c'est elles qui vont, me donner du travail et vérifier si je travaille bien, donc je trouve ça intéressant comme OK. approche. C'est une belle continuité Ouais, du passage d'étudiante à ingénieure, heu, dans le domaine. ouais, c'est ça, étudiante, ingénieure, regarder toutes les opportunités qu'il y a de créer, voilà, des startups sur tous ces systèmes-là. Une fois que ces biocapteurs parce qu'on peut faire tout, mais s'ils ont effectivement une pertinence médicale, effectivement, c'est un champ d'investigation et de développement intéressé. Après, naturellement, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc toujours être en contact avec les médecins. C'est eux, voilà, et puis le système hospitalier, voilà. C'est eux qui vont dire si effectivement c'est intéressant. On se base uniquement sur, voilà, des créateurs d'entreprises et cetera. Toutes les idées de technologie peuvent être bonnes, mais comme on dit un peu dans le métier, c'est pas très français, mais c'est du technologie pouce, c'est-à-dire on essaie de vendre nos technologies parce qu'on le fait, parce qu'on sait la faire et qu'il y a du potentiel, sans trop se préoccuper de l'autre côté, de savoir si un marché, on arrive toujours à trouver une agence qui va nous dire, à faire une agence enfin, une étude de marché qui montre que le produit a du potentiel, mais je préfère directement travailler avec les médecins ou les services appropriés de l'hôpital. Ils sont tellement en tension que eux, d'accord, s'ils disent que oui, votre projet, ça peut être intéressant, mais ils font eux-mêmes leur choix parce qu'ils sont tellement sous pression qu'ils ne vont pas perdre leur temps à avoir voilà, comment dirais-je, des projets qui soient, on dit des brebis à 5 pattes ou des moutons à 5 pattes, je sais pas, voilà. OK, mais OK, donc répondre aux besoins existants toujours, et toujours, toujours, et c'est pour ça, donc à chaque fois qu'il y a des projets étudiants, donc je reviens un petit peu sur ça, au niveau des projets étudiants que l'on fait, soit en quatrième année ou soit en cinquième année. On a un partenariat avec l'hôpital, Sainte-Mus ici à Toulon ou le centre hospitalier intercommunal
Toulon-la-Seine ou même le groupement, hospitalier du territoire. Et l'ensemble des projets, tous les projets sont en lien avec une équipe médicale et puis c'est des sujets qu'on fait dans le cadre d'un brainstorming en début d'année, justement pour se prémunir de pousser de la technologie qui mène nulle part. Voilà. OK, très bien. En parlant de technologie, alors pas forcément qui mène nulle part, depuis, 2-3 ans, même un peu plus, l'intelligence artificielle, c'est devenu un peu le mot à la mode, Ouais, le domaine dans lequel, justement, tu parlais des startups, beaucoup ouais. de startups, investissent, c'est quoi ta vision des choses par rapport à l'IA et notamment son utilité justement face à des besoins on sait de diagnostic, de prévention sur certaines, maladies, de suivi des patients? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui, les algorithmes ont toujours existé mais c'est, l'usage qu'on en fait qui a Ouais. peut-être changé ces dernières années ou non? Ouais. OK, merci. Je suis un peu embêté à répondre à cette question, surtout vis-à-vis de mes collègues qui sont plus dans l'informatique et le numérique. Comme j'ai pu voir, bon, quand même, ma formation de base, c'est l'électronique, c'est l'hardware, c'est le circuit intégré et cetera. Bon, c'est pas un voilà, il y avait des options qui étaient des options du numérique et de l'informatique déjà. Donc à l'époque, c'était pas la voie que j'avais pris, j'étais plus dans l'expérimental. Mais bon, au niveau de l'expérimental, on a fait du calcul numérique et également on a fait des éléments finis. Donc voilà, certaines connaissances par rapport à ça. Donc ce qui se passe, c'est que c'est très bien qu'on parle d'intelligence artificielle. Bon, grosso modo, c'est la régression. On considère qu'effectivement, les algorithmes ont toujours existé, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution donc importante au niveau du hardware. On passe du CPU vers les cartes graphiques avec des architectures matricielles qui se passent très bien pour voilà, qui mettent en avant un certain nombre d'algorithmes. Et de ce fait-là, les algorithmes qui sont mis en avant, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on va faire plutôt que d'avoir un seul corps de calcul qui calcule vite, on va, voilà, délocaliser, voilà, on fait ce qu'on appelle avant on disait du calcul vectoriel, c'est-à-dire qu'on a des nœuds de calcul et ce qui est bien, c'est que, bah, avec ça, peut donc faire une organisation voilà, en niveau au niveau des calculs, ça ressemble un petit peu au traitement, neuronal et puis, ben, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Ça fait super bien. Non, mais c'est très bien, hein, et donc ça se développe et donc ça on a donc maintenant des outils qui permettent si je suis un petit peu plus sérieux, qui permettent de traiter des données, donc des données de santé de manière, efficace pour essayer de faire de la classification, d'essayer de trouver des grandes tendances, de voir si tel diagnostic est mieux approprié qu'un autre, de pouvoir traiter de nombreuses données, hein, si on considère le nombre de ces cellules que l'on a, et cetera. Donc c'est très bien. Alors je suis toujours un peu surpris du fait qu'il y ait énormément de personnes qui parlent de l'IA comme si tout le monde était des grands spécialistes de l'IA. On le voit partout, hein, voilà. Ce qui est bien, c'est que donc à l'ICEN, on a vraiment des spécialistes de l'IA qui permettent effectivement de nous la même chose, de l'utiliser à bon escient pour avoir, voilà, pour l'utiliser avec des finalités. Mais il y aura des podcasts avec mes collègues scientifiques qui seront nettement plus intéressants que ce que je viens de vous raconter. Ça marche. Exactement, on recevra d'autres enseignants-chercheurs de l'ISEN Ouais, qui sont plus spécialisés, en intelligence artificielle. Je reviens maintenant sur, tes travaux, alors actuels ou passés. Est-ce que, il y a il y a des choses dans le domaine de la e-santé, plus particulièrement où tu aimerais que tes travaux aient eu ou aient un ouais, impact, dessus? voilà. Alors, oui, tout à fait. Donc, c'était également dans le cadre du projet, hein, d'accord, de transfert de technologie. Donc, à la fin, donc du Japon en France, on a monté un institut pluridisciplinaire contre le cancer. Alors, je vais faire une petite histoire. Donc, on travaillait donc au Japon sur des microdispositifs qui étaient capables de pouvoir, caractériser, manipuler des cellules uniques. Voilà et les biologistes utilisent les cellules, mais d'un point de vue biologique avec des marqueurs. Nous, on est ingénieurs, on est électroniciens, on est mécaniciens, donc nous, la cellule, c'est aussi un objet, mécanique.
Et le challenge que l'on a avec ça, et c'est donc des oncologues qui nous ont parlé, on peut développer après, c'est de pouvoir faire, du diagnostic de l'évolution métastatique d'un cancer. Pour expliquer un peu, le cancer, au niveau de la tumeur primaire, donc on a donc une tumeur, voilà dans le cadre du cancer, et si cette tumeur est détectée relativement vite, les chirurgiens, la radiothérapie, voilà, il y a un arsenal, ouais, qui permet de retirer de cette tumeur, et si on fait des bonnes marges et cetera. Donc on est, pour faire simple, tranquille, d'accord, de son cancer. Par contre, si on attend un peu, si on n'arrive pas à détecter, d'accord, cette tumeur va relarguer des cellules cancéreuses dans le corps qui vont se propager par le réseau sanguin périphérique, et une grosse majorité, fort heureusement, sont éliminées par le système immunitaire, mais certaines, voilà, arrivent à échapper, vont se relocaliser dans le tissu et redévelopper d'autres tumeurs. C'est l'évolution métastatique de la maladie. Ce qu'il faut, c'est pouvoir détecter cette évolution-là. Et comme j'ai dit, l'évolution métastatique se fait par le fait d'envoyer, que la première tumeur envoie des cellules cancéreuses dans le circuit sanguin. Donc une des technologies qu'on nous a dit: «Mais si vous étiez capable de pouvoir détecter les cellules cancéreuses dans le, circuit sanguin, on aurait là un moyen de diagnostic pour faire ça, qui pourrait être fait lors de prises de sang, standard». Alors, c'est une excellente idée. Les biologistes ont travaillé sur ça. Mais ce qui se passe, c'est que cette, cellule tumorale circulante, c'est son nom, c'est une cellule, qui est pas stable. C'est-à-dire, il y a des marqueurs biologiques, mais on n'arrive pas à les biologistes, depuis de nombreuses années, n'arrivent pas à trouver un panel de marqueurs biologiques pertinents pour pouvoir les détecter. Mais ces cellules cancéreuses, comme dit le petit ingénieur, ces cellules cancéreuses ont 2 particularités. Elles ont une particularité mécanique, parce qu'elles sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples que les autres cellules, parce qu'il a fallu qu'elles traversent le cellule, et puis, la couche endothéliale, c'est la cellule qui forme les artères, d'accord? Pour aller dans le vaisseau sanguin. Donc elles sont plus souples. En plus, d'un point de vue électronique, on se dit: «C'est une cellule qui se protège», donc elle est, comme on dit, décorée, bonne si c'est une bonne décoration ou pas, par tout un ensemble de protéines qui vont, comment dirais-je, la cacher, d'accord, par rapport aux cellules immunitaires. Sinon, elle serait attaquée par les cellules immunitaires, parce qu'il y a pas de cellules de tissu les cellules de tissu n'ont rien à faire, d'accord, dans le flux sanguin. OK? Mais elle se cache avec tout un ensemble de cellules tout autour, et ces comment dirais-je? Les protéines-là sont des protéines chargées, et donc d'un point de vue électronique, c'est donc une capacité, je m'excuse, voilà. Donc il y a une caractéristique électronique pas particulière. Donc on a des caractéristiques mécaniques et des caractéristiques électroniques pertinentes, et donc on développe là actuellement donc un système qui, à partir de prélèvements sanguins et après un premier triage, permet justement de caractériser les cellules au niveau, unitaire, pour détecter leur rigidité mécanique et voilà, leurs caractéristiques électriques, pour faire un diagnostic, et c'est en cours actuellement. OK, donc c'est, un des travaux qui, peuvent donner de l'espoir pour, tout ce qui est diagnostic, oncologique, Alors peut-être pas sur le diagnostic, parce qu'on va pas faire du screening, d'accord? On va pas faire du screening, et cetera. D'un point de vue éthique, ça pose problème. Mais par contre, qui va permettre de faire le suivi de personnes, d'accord? Qui sont, pour lequel le cancer a malheureusement été détecté, et qui sont en soins, ou qui ont eu un soin. Soit pour voir l'efficacité d'un traitement, par exemple en radiothérapie, ou voir si une chimiothérapie est bien adaptée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est pour certains cancers, tels que le cancer du sein, par exemple. Il y a un suivi médical pendant un certain nombre d'années, et ensuite, bon, ce suivi, voilà, est arrêté. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une reprise à ce moment-là qui est catastrophique, au niveau des tumeurs, au niveau du cancer du sein, qui l'ont, voilà. Et donc ça permettrait
au-delà de ces 2 ans, d'avoir un suivi, d'accord? À moindre coût parce que, bah, il faut pas non plus, voilà, que je dirais, dans la situation économique de la sécurité sociale, on ait, voilà, un arsenal qui coûte trop cher et donc ça permettrait dans le cadre de prise de sang de pouvoir faire un suivi, voilà, pas d'une possible, ouais, éviter, mais d'une reprise, OK. Tu d'accord? parlais de la sécurité sociale, je me demande, ces travaux-là, comment, se partagent cette information? Parce que c'est un savoir utile, mondialement, on va dire, partout. Comment ça se passe le partage ou la Le ah! commercialisation d'un concept, comme Que comme celui-ci? ça? Bon, il y a un premier, il y a une 1re chose qui a été faite, c'était faite dans le cadre du CNRS, donc il y a eu, l'accord des brevets qui ont été faits, donc il y a 6 brevets, d'accord, qui sont sur ce dispositif-là et ensuite c'est un dispositif qui est, développé, bon, pour la SAT, par exemple, pour la SAT, hein, qui est une agence d'accélération de technologie et avec la création d'une start-up derrière, OK. d'accord? Donc la start-up peut donc être ensuite pris, c'est pas nous qui allons travailler au niveau de la start-up, mais tous les étudiants qu'on a formés, pour reboucler un peu, tous les étudiants qu'on a formés en e-santé et cetera, ont tout le background ou tout, je dirais, la connaissance, que ça soit électronique, que ça soit des microsystèmes, que ça soit de la biologie, il y a même des cours, de physiologie et d'anatomie qui sont donnés. Ils ont tout, voilà, pour accompagner ça et puis s'appuient sur, des agences telles que Eurobiomed ici, sur Marseille ou bien, sur Eurasanté à Lille, par exemple, pour développer et créer leur start-up. OK. Si justement on revient sur tes étudiants, Oui. aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un ou une étudiante qui voudrait se lancer dans la recherche? Nous à l'ISEN, Oui. Méditerranée, on a une partie cycle ingénieur, Mmh. mais on a aussi une partie, thèse et une Oui. partie, poursuite d'études jusqu'au doctorat. C'est pas quelque chose qui est, commun, c'est Ouais. assez restreint en termes de nombre de personnes qui en font chaque année, mais justement, quels conseils tu donnerais à un étudiant qui voudrait se lancer là-dedans? OK. Alors je vais donner 2 conseils. Le premier, c'est d'avoir un sujet qui plaît. Faut considérer la thèse, voilà, alors faut pas essayer de la valoriser. Écoutez, si j'ai une thèse et comme je vais avoir une thèse, je vais avoir un salaire, de départ qui est plus important et cetera. Honnêtement, c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire: «Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur, elle est ce qu'elle est. J'en ai encore sous le capot ou sous la pédale et cetera. J'ai une appétence pour la science et je veux aller jusqu'au bout de savoir ce que je suis capable de faire et je vais le faire dans un sujet qui me plaît». Et donc la thèse, ça doit être ça. D'abord, c'est choisir un sujet qui plaît, personnellement. Deuxièmement, d'avoir un sujet qui puisse avoir un avenir. Si c'est choisir un sujet qui plaît parce que c'est bien, parce que le prof, c'est un peu un gourou. Il y aura des films qui sortent en ce moment, hein, là-dessus. Mais enfin bon, bref. Hem, le prof qui est un gourou et qui est là et que c'est un sujet grosso modo qui intéresse le professeur et qui a pas beaucoup d'avenir, c'est un choix à faire. Bon, si effectivement on veut faire de la physique quantique et cetera ou, c'est un choix, mais c'est pas évident qu'on soit dans le bon environnement pour faire ça. Il faut mieux être dans des environnements avec des laboratoires CNRS de physique, voilà, qui est théorique pour faire ça. Mais je replace maintenant, d'accord? Dans le cadre très intéressant qui est une école d'ingénieurs comme la nôtre, comme ICEN Méditerranée. Premier point, avoir un sujet qui plaît et deuxièmement, avoir, d'accord, une perspective pour ce sujet et donc pour moi, les e-santé, c'est totalement rêvé parce que ça permet à la fois sur les aspects électroniques et cetera, IoT, de pouvoir avancer, au mieux et en plus sur la partie traitement de données, il y a un mix qui peut faire ça et comme on fait, si possible, ce projet en lien avec l'hôpital, ça permet d'aller plus loin, d'accord? Et effectivement d'avoir une suite. C'est-à-dire d'avoir la thèse qui est valorisée, non pas parce que ça fait, 3 ans en plus du diplôme d'ingénieur, non, parce qu'il y a une compétence réellement qui a été développée sur un sujet d'intérêt. Donc je ne sais pas si c'est le premier point ou le deuxième point, mais je dirais dans le premier point, c'est intérêt personnel et le deuxième point, c'est faire ça. Ce qu'il faut éviter, je veux dire,
c'est de faire une thèse parce que, bah, voilà, il y a une thèse, il y a un sujet qui a été proposé parce qu'il y a un financement qui a été. J'y vais parce que, bon, grosso modo, je sais pas trop quoi faire. Bon, on va faire ça et tout. Non, souvent, il y a des frustrations, la thèse se passe pas très bien et souvent il y a des conflits entre le doctorant et le directeur de thèse du fait que les appétences sont pas les mêmes. OK, C'est juste, clair? Ouais? ouais, très clair et justement en parlant de difficultés, c'est quoi la difficulté d'être enseignant-chercheur et aussi d'être, ben, doctorant, d'être un thésard aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui est-ce qu'on rencontre des difficultés, particulières dans ton domaine? Bah, la alors si on regarde du côté de l'enseignant-chercheur, les difficultés, c'est que pour avoir des thèses, pour en proposer, on doit avoir des financements. D'accord? Et pour avoir des financements, ce sont des bourses de thèse ou des bourses industrielles, mais je dirais, les guichets se réduisent et c'est pas un scoop, les financements publics, voilà, ont une tendance à s'amoindrir également. OK, voilà. Donc nous, notre difficulté, c'est de pouvoir trouver des financements qui touchent des sujets d'intérêt. Alors on peut avoir des sujets qui sont directement en lien avec un intérêt, mais bon, est-ce une thèse? Si c'est un industriel qui dit: «Moi, je suis intéressé à faire un développement», donc c'est un développement avancé, tout le monde est content, parce que l'industriel, ça lui permet de faire son développement à coût réduit. Nous, ça nous permet d'avoir des doctorants. Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a complètement une liberté intellectuelle qui est faite au niveau de la thèse? On peut en discuter. D'accord? Ça, c'est ça. Et puis, bon, du côté du doctorant, c'est effectivement la possibilité encore de faire coïncider, les offres qu'il y a par rapport à son intérêt personnel et puis, la viabilité, d'accord, de son truc. Donc voilà, c'est une équation qui est un peu complexe. Des fois, ça marche bien. Je crois que vous allez aussi interviewer un cas qui s'est bien voilà, OK. Un cas, pardon, qui s'est bien déroulé, donc avec Gaëlle, qui pourra expliquer un petit peu cette convergence, mais voilà, je ne vais pas anticiper sur ce qu'elle va dire. Très Voilà. bien. Effectivement, on interviewera, Gaël qui est en thèse Mmh. en e-santé. Et si on devait se projeter dans 10 ans dans ta discipline, est-ce qu'il y a des choses que tu prédis, des évolutions dont tu aimerais, parler? Alors, les choses à vrai dire, c'est toujours compliqué. 10 ans, c'est extrêmement court. Ou plus, Ouais, éventuellement, ouais et plus. Bon, c'est difficile à dire. Ouais, moi, je dirais, ouais, dans le champ du cancer, si certains projets au niveau, du diagnostic ou du suivi, de la détection pouvaient avancer, que ça soit sur notre approche, il y a beaucoup d'autres approches qui pourraient être faites, ça serait superbe. L'immunothérapie, alors c'est en dehors, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets utiliser l'ingénierie, biologie ou l'ingénierie pour doper notre système immunitaire, pour que notre, système immunitaire soit plus fort que les cellules cancéreuses qui se cachent. Ça serait bien, ça permettrait d'avoir également, heu, d'accord, des protocoles de soins qui soient faits. Bon, c'est très, très médical ce que je vous dis, mais voilà. Sinon après, ben, oui, des développements de biocapteurs, mais qui soient voilà, qui soit réellement, pertinent, quoi. C'est pas uniquement la montre, voilà, qui fait, oui, oui, aujourd'hui, tu as fait, 10 000 pas, c'est très bien, il faut en faire autant demain. Non, vraiment une montre, voilà, qui soit pertinent, pour, voilà, pour le patient sain ou ce qu'on appelle un volontaire, mais, un volontaire, malheureusement, va devenir un patient, donc, effectivement pour ça. Voilà, une certaine de chose, effectivement, ça serait ça ma voilà, mes objectifs, OK, très bien. par rapport à ça. Est-ce que Ouais. est-ce que tu as, une anecdote ou un souvenir, marquant de ton parcours de chercheur à nous partager? Alors, j'ai 2 anecdotes. On a une sérieuse, on a une qui est pas sérieuse. Je commence par la sérieuse. Comme tu veux, tu choisis. On est au Japon, voilà et donc avec nos collègues, donc on travaille sur, voilà, sur des microsystèmes qui sont capables de, comme j'ai dit, de pouvoir manipuler des cellules, mais également des molécules et donc on travaillait sur
des brins d'ADN. De toute façon, l'ADN, on peut le mettre en brins, ça fait comme une fibre moléculaire, on arrive à le voir au microscope ou même, voilà, là, si on en met beaucoup. Donc on regardait ça pour voir la possibilité qu'on avait, voilà, de pouvoir jouer avec des brins d'ADN. Donc on les mettait sur les systèmes, on tirait dessus, je dirais pas qu'on jouait à la guitare, mais avec de l'ADN, mais c'était à peu près ça. C'est-à-dire que on regardait effectivement la rigidité de l'ADN et puis on essayait de faire des interactions pour voir toujours sur cet aspect de mécanistique, de voir si on pouvait faire, voilà, varier voilà, la la mécanique, voilà, la réponse mécanique de l'ADN. Donc on était là et je reçois un mail sérieux, d'accord, d'un chercheur, du CNRS qui est à Lille et surtout du professeur Lartigot, qui est un grand nom en France, en Europe et même dans le monde de la radiothérapie. Donc ils étaient en train de se faire un brainstorming pour répondre à un appel d'offres, sur le lien entre la physique et la radiothérapie. Et le mail que j'ai, c'était: «Dominique, avec tous tes beaux systèmes que tu développes au Japon, est-ce que tu as un système qui permettrait de pouvoir directement exposer une fibre d'ADN en dessous d'un outil de radiothérapie médicale pour voir si on arriverait à voir en temps réel la dégradation de l'ADN par la radiothérapie?» Voilà, c'est ça. Alors on s'est dit: «Beh, pourquoi pas?» Voilà et donc on est dit: «Bon oui, allez, on essaye». Donc on a tout notre setup, il était gros, hein, d'accord? Il était, ouais, il était au Japon. Il a fallu mettre ça dans une valise et puis tout le transporter et comme, les outils, comme enfin les accélérateurs, enfin les outils de radiologie, enfin de radiothérapie par contre, étaient utilisés, bah, pour soigner des patients le jour, donc il a fallu faire les manips la nuit. Donc c'était un peu irréel. C'était un peu irréel de sortir de l'avion, d'avoir ma valise, de partir, d'aller à l'hôpital, de monter la manip de nuit. On se retrouve à l'hôpital, c'était la première fois que je faisais une manip en hôpital, dans un département de thérapie, en dessous d'une machine, d'accord, de radiothérapie, monter mon petit système, prendre un brin d'ADN, de me mettre là et puis, bon, on va regarder si on est capable parce que ce qu'on va dire, c'est que, bah, quand le faisceau va arriver, l'électronique va exploser et tout et puis ça a marché et puis voilà et puis ça a été le début d'une histoire, voilà, d'un plan de recherche, voilà. Ça, c'est une anecdote sérieuse. L'anecdote moins sérieuse, c'est pourquoi je suis allé faire mon postdoc au Japon. Parce qu'au début, voilà, donc au début, donc on était 2 au niveau de la microélectronique, je reviens et donc c'était un peu normal qu'on aille faire un postdoc aux États-Unis. Donc j'avais, la personne qui était avant moi était plutôt orientée sur la conception de circuits intégrés, du design électronique. Moi, j'étais plutôt orienté sur le dispositif. Donc le premier est parti à Berkeley, une université américaine prestigieuse. Il est bien, donc il a travaillé. Moment de revenir, bah, écoutez, moi, j'ai un poste à Berkeley parce qu'il était brillant et donc je suis vraiment désolé, Nissen, je vous remercie, mais je vais rester donc à Berkeley. Moi, j'étais le second sur la liste, je devais aller à Stanford qui était plus, voilà, c'est tout et la direction de Nissen, à cette époque-là, a dit: «Bah, si on fait ça, on veut l'emmener à Stanford, ils vont le garder à Stanford et voilà». Et donc il faut qu'il revienne. Il dit: «On va l'envoyer au Japon». Au Japon, d'accord, alors, ça savait pas trop, hein. La nourriture est pas trop bonne, les conditions de vie sont déplorables, OK, c'est surpeuplé, Tokyo, c'est un machin. Au bout d'un an, c'est certain, il va revenir. Et donc j'ai été convoqué avant de partir et ils me disent: «Mais écoutez, écoute, Dominique, on a bien réfléchi. On va se diversifier, ton postdoc, aux États-Unis, ben non, on va le faire au Japon, donc essaye de trouver, voilà, donc un postdoc et un point de chute au Japon, donc voilà. Donc c'était donc l'anecdote, c'est de dire, le premier, bon, donc il est resté aux États-Unis, voilà, mais c'est surtout, il y avait une image du Japon à cette époque-là qui était un peu hostile et cetera, en disant: «Bah, on part au Japon, de toute façon c'est voilà, le natto, espèce de soja fermenté immangeable là,
même s'il est du Nord et même s'il est capable de manger du maroilles, mais c'est certain, il va nous revenir lui. D'accord? Et donc c'était ça le truc. Bon, effectivement, je suis allé au Japon, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un pays, extraordinaire. Moi aussi, je suis pas là pour ça. J'avais aussi des opportunités, c'était le boom de la microélectronique à travailler, voilà, chez Sony, voilà, donc et cetera. Mais bon, vu l'expérience et surtout vu la confiance que m'avait fait l'Hélice un peu sur moi de m'envoyer là, bon donc je suis rentré et c'était l'histoire. Donc ça, c'est l'anecdote un petit peu moins Et sérieuse. et surtout, tu y es retourné au Japon après, donc Ouais, oui, finalement, oui, en fin de ça compte montre après bien que tu t'es habitué, à tout ce que le Japon pouvait à te proposer. tout ça, oui, oui, ouais, c'était beaucoup et puis je suis retourné 2 fois et ouais, ouais, j'ai vécu quand même 15 ans. Donc au total au Japon, effectivement, j'ai eu le temps, d'apprécier la culture. Enfin, sauf si je ne l'avais pas appréciée, j'y serais certainement pas resté 15 ans. Et au niveau de la recherche, tu vois une différence, importante entre la façon de faire au Japon et la façon de faire en France? Ou de façon de faire ou la façon de financer, enfin le Ouais. fonctionnement global? Ah non, au niveau de l'approche, c'est totalement différent et c'est super intéressant. En France, lorsque vous voulez faire une expérience, les gens simulent, d'accord? Ils font de la simulation numérique. Voilà, voilà, la France, c'est, Polytechnique, les grandes écoles et cetera, ont mis en avant et on est excellent sur la simulation numérique. Donc le principe, c'est de dire, bah, si je veux faire une expérience, par exemple, je sais pas moi, tirer sur de l'ADN avec, une pincette, bon, bah, je vais pas le faire, non, je vais simuler la pincette, je vais faire des simulations moléculaires, c'est très fort et je vais regarder si ça fonctionne. Et une fois que j'ai fait la simulation, je suis certain que ça fonctionne, ça sert à rien de le faire parce que ça va fonctionner. L'approche japonaise, totalement différente. Ouais, on y va. Et donc on fait la technologie, bille en tête. Là, on commence à 20 heures et puis on travaille toute la nuit. On essaie de faire un proto qui ressemble plus ou moins à quelque chose, voilà. Et donc c'est une approche qui est purement expérimentale. Et ce qui était bien dans ce laboratoire franco-japonais, c'est qu'on avait un petit peu l'approche entre les 2. Donc ça nous permettait du côté français mettre un peu d'académisme dans notre, approche, technologique et voilà, donc ça c'était bien. Voilà, mais d'un autre côté, ça permettait d'avoir accès à la technologie pour pouvoir faire effectivement des choses concrètes. Donc c'est une bonne convergence. OK, très bien. On approche, de la fin de notre Ouais. entretien. Est-ce qu'il y a une découverte scientifique récente qui t'a marqué? Ouais. Que ce soit dans le domaine de la santé ou Oui, d'un autre alors domaine, hein, c'est dans le domaine de la santé, ça a été publié dans Nature Communication, le mois dernier. En plus, c'est un de mes anciens collègues que j'aimerais, voilà, inviter, hein, voilà, pour faire ça, Hiroyuki Fujita. Et je trouve que le concept est bien. Lorsqu'on a, par exemple, un bouton, lorsqu'on a une irritation, lorsqu'on a un bouton, lorsqu'on est irrité, une inflammation, donc on le voit parce que c'est rouge, d'accord? Et donc il a pris le principe, il a mais là, on arrive à voir une inflammation parce que c'est rouge. Supposons qu'on soit capable de détecter du diabète et cetera de la même manière, sauf que ça n'existe pas. On n'a pas de cellule de la peau qui va réagir au diabète pour nous dire: «Bah, voilà, ta tache bleue, c'est du diabète, ta tache, voilà, marron, c'est, voilà, je sais pas moi, c'est un autre marqueur» et cetera. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, spécialisé, ils ont pris des cellules souches de peau, voilà, et ils ont spécialisé ces cellules pour elles émettent, voilà, une couleur particulière, c'est pas du rouge, mais une autre couleur suivant différents marqueurs et cetera. Donc ils ont fait donc des marqueurs de glucose, voilà, et cetera sur la peau et donc ça permet d'avoir, ben, un marqueur directement, un biomarqueur donc OK, intégré à la visible. peau et visible. Alors bon, il y a un problème d'éthique et cetera, mais sur le concept, je trouve ça génial. OK. Honnêtement, génial. Et donc si tu pouvais inviter un chercheur, ou une chercheuse, sur ce podcast, ce serait cette Ah personne-là, oui, tu disais? ça serait donc Hiroyuki Fujita. Bon, je travaillé avec lui pendant longtemps, est allé au MIT, est professeur à l'université de Tokyo et c'est lui qui est un des pionniers du développement des microsystèmes au Japon. Et donc il a fait toute sa carrière, là il est directeur de l'innovation chez Canon et puis, voilà donc effectivement c'est quelqu'un, je suis en très bon contact avec lui. On a voilà, co co-dirigé le LIMS
et il est enfin, je trouve ça formidable parce qu'il a pas de barrière, quoi, et en plus, il a un réseau. On a envie de faire ça, bon, bah, on va le faire, et l'histoire de cette peau, d'accord, d'utiliser des cellules, voilà, spécifiques de la peau pour en faire des biomarqueurs au-delà de l'inflammation, je trouve ça, génial, voilà. Donc s'il pouvait être là, on pouvait partager le podcast, et en plus il est bien. OK, mais bon, il aime bien, en plus il aime bien le bon vin rouge français, là, voilà, donc il aurait accepté notre invitation avec beaucoup de plaisir. OK, très bien. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que, aujourd'hui tu vois, comment est-ce que le domaine de la recherche pourrait être, plus compréhensible du grand public? C'est quelque chose heu, que moi j'ai, connu en arrivant à l'ISEN, que je connaissais assez peu, de mon dans le passé. Est-ce qu'il y a des choses, qui rendraient la chose plus accessible, on va dire? Alors bon, ça dépend des différents domaines. Effectivement, si on est dans le domaine de la physique théorique, et cetera, ça reste compliqué, mais moi j'ai la chance, excusez-moi, je prends le tremplin, voilà, de partir sur la e-santé. Si on pouvait simplement montrer, d'accord, que tel dispositif permet d'accord, de faire telle avancée au niveau de la médecine, c'est-à-dire de susciter un intérêt parce qu'effectivement, je porte un patch qui me permet, par exemple, de détecter que je suis déshydraté, et donc si j'ai la tête qui tourne, il suffit que je puisse boire, quoi. Voilà. C'est une approche, je dirais, où, voilà, instinctivement, c'est intéressant, et la question c'est: «OK, et comment ça marche?» Si on fait l'inverse pour savoir comment ça marche, mais on ne sait pas à quoi ça sert, c'est toujours un peu compliqué. Donc même si je suis un CCNRS et que je fais trop de vulgarisation, là, c'est OK que mes pairs vont me taper sur les doigts, mais je crois qu'il faut être pragmatique par rapport à ça. Quitter un petit peu sa tour d'ivoire, voilà, académique, et cetera, pour dire: «Mais non, on va faire des applications, il faut que ça parle, quoi». OK, très bien. Voilà. Eh bien, merci Dominique. Je sais pas si tu as un dernier mot, pour Non, conclure ce non, podcast? je voulais remercier les lycéennes. Bon, je suis CCNRS, bon, pour tout vous dire, je suis en retraite du CNRS maintenant, et ce que me donne, l'ISEN Méditerranée dans le cadre de cette chaire, c'est-à-dire de pouvoir rebondir sur mon activité de recherche avec des étudiants directement en lien avec avec les hôpitaux, donc ici les hôpitaux, du département du Var, et puis, surtout Toulon, et notamment l'hôpital Sainte-Mus. Voilà, je m'amuse beaucoup, et c'est une très belle opportunité, voilà, qui me permet, voilà, de continuer à être intellectuellement actif, voilà, durant cette période de transition, et merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser, un commentaire, à partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à découvrir, les autres épisodes qui vont couvrir les différents domaines de recherche de l'ISEL Méditerranée, et je vous dis à bientôt, et d'ici là, restons curieux.